Jeudi 8 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, page politique. Pour commencer, le plan émergence de Madagascar au PEM sera présenté le 28, 29 et 30 octobre prochain au CCI IVAT selon la porte-parole du président de la République aujourd'hui devant la presse au Palais d'État Diavelou. Elle a aussi apporté des explications concernant les critères sur lesquels Madagascar a été choisi parmi les pays les plus influents en Afrique et dans le monde, mais aussi sur l'affaire Ikungu. La porte-parole du président Andradouel affirme qu'une enquête approfondie a été initiée sur cette affaire et les auteurs des bavures seront sanctionnés par la loi. Reportage sur les images d'Anzar Razonarvel. 5 grands points sur les affaires de l'État ont été abordés par la porte-parole du président de la République devant la presse aujourd'hui au Palais d'État Diavelou. Parmi ces points, la présentation du plan émergence de Madagascar au PEM qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre prochains au CCI IVAT. Cet événement regroupera tous les acteurs du secteur public et privé, les partenaires techniques et financiers, mais aussi les bailleurs de fonds locaux et internationaux, selon les explications apportées par Louva Asnirin Ranourmar. Le PEM sera présenté et il sera également effectué le bilan et le constat des actions déjà entreprises et en cours. Le but est aussi d'attirer de nouveaux investisseurs pour les travaux encore à faire, que ce soit ceux à court, moyen ou à long terme. En marge de cette présentation, il y aura un forum de la diaspora où tous les Malagasy vivant à l'étranger sont appelés à participer. Parmi les thèmes abordés aujourd'hui également, l'affaire Ikungu. Selon la porte-parole de la présidence, Madagascar reste un état de droit et l'assassinat est interdit par la loi et par la Convention sur le respect des droits de l'homme. Ainsi, tout un chacun est appelé à les respecter, ainsi que la structure étatique, même si des dysfonctionnements sont observés, ce qui a entraîné sur le manque de confiance dans certaines structures. Une enquête au fond a été initiée pour connaître les auteurs de ces bavures et ils seront sanctionnés, affirme Louva Asnirin Ranourmar. Le président de la République incite les habitants d'Ikungu à rester calmes et réitère ses condoléances aux familles des décédés. Au niveau des bourses d'études des étudiants des universités publiques, la présidence de la République surveille de près la situation actuellement. Nous sommes actuellement en pleine réforme des universités de Madagascar, surtout au niveau du paiement des bourses par digitalisation. Ainsi, des perturbations peuvent se voir, mais les ministères se donnent la main pour la coordination des paiements, souligne la porte-parole. Un calendrier de paiement sortira bientôt et le paiement se fera vers la mi-septembre. Elle appelle les étudiants à attendre dans le calme. Parmi les thèmes évoqués durant la conférence de presse également, la classification de Madagascar parmi les pays influents dans le monde. Madagascar est le 10e pays influent en Afrique et 94e au niveau mondial. Une première pour le pays selon la porte-parole. Ce sondage a été sorti par un cabinet britannique, Soft Power Index. Un cabinet indépendant, ce qui témoigne de l'importance et de la mise en valeur et de l'influence de Madagascar et de son président dans le monde, selon toujours les explications. Et enfin, concernant le programme du chef de l'État, il sera dans le district d'Ambilbe, dans la région d'Iana, pour inaugurer la route nationale 5 reliant Ambilbe-Vohimar ce week-end. Et le Conseil des ministres, hier 7 septembre, a validé plusieurs communications verbales, comme la prise en charge par l'État des dépenses dans la construction des palais de justice à Manour, Ambat-Finanjan et Beruru, mais également la maison centrale d'Antsranan. Les projets du gouvernement malagasy qui sera financé par un prêt du gouvernement indien à travers l'Exim Bank d'une valeur de 100 millions de dollars qui a été validé le 20 juillet 2022. La transformation en mode prépayé des factures d'électricité des locaux administratifs. Concernant les nominations et abrogations des hauts responsables de l'État, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a décidé l'abrogation du chef de district d'Ikungu, l'annulation du décret de nomination du directeur régional de la sécurité publique des régions Vatvav et Fitvnan a été aussi validée durant ce Conseil des ministres d'hier. Plusieurs nominations ont été aussi validées en Conseil des ministres hier, notamment la nomination du directeur de la statistique et de la planification et du suivi au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dire que le président de la Haute Cour constitutionnelle est une personne proche du pouvoir est infondé, a souligné ce dernier ce jour devant la presse. Il a également déclaré que la transformation de la CENI en une institution n'est pas une priorité actuellement. Ces déclarations ont été faites en réponse aux allégations du chef de mission des observations électoraux de l'Union européenne. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmalal sur les images d'Yves Janel.
C'est le Conseil supérieur de la magistrature, ou CSM, qui a nommé Florent Rakotoarsou membre de la Haute Cour constitutionnelle. Les 8 autres membres l'ont élu président de cette institution. Le président de la HCC a déclaré aujourd'hui que les juges ne font pas de la politique. Il a également déclaré que les allégations du chef de mission des observateurs électoraux de l'Union européenne, selon lesquelles les résultats de l'élection présidentielle seront en faveur du président actuel, ne sont pas fondées. D'autant plus que le président de la République ne s'est pas encore présenté candidat à cette élection, a soutenu Florent Rakotoarsou. Concernant la suggestion faite par les observateurs électoraux du groupe européen pour la transformation de la CENI en une institution publique, conformément à l'article 40 de la Constitution, le président de la HCC a déclaré que cela peut se faire pour renforcer l'indépendance de la CENI. Néanmoins, ce n'est pas le moment, car pour ce faire, il faudrait un référendum, a-t-il soutenu. Par ailleurs, la HCC est toujours ouverte aux discussions pour améliorer l'environnement électoral, mais elle dénonce la confusion face au manque de confiance et des suspicions non fondées quant à l'intégrité des institutions électorales. Dans les actualités de ce jour également, concernant l'affaire sur la mort d'un civil au sein de l'académie militaire dont des élèves officiers seraient les auteurs, le commandant de l'académie militaire affirme que ce serveur avait déjà été appréhendé plusieurs fois pour cas de vol. Il n'est pas le seul car 3 élèves militaires sans ses complices dont 2 ont été arrêtés si le dernier est en cavale. L'affaire est actuellement entre les mains de la gendarmerie nationale. Reportage de c'est Jameson Ranjanarmanan. Le commandant de l'école a apporté des explications sur la mort du civil ayant travaillé comme serveur au sein de l'académie militaire d'Antsirabe. Il a affirmé que ce jeune homme avait déjà travaillé au sein du cercle MES et a été affecté à l'académie militaire car il avait déjà été appréhendé pour des cas de vol dans son ancien travail. Des faits pour lesquels il avait été poursuivi selon toujours les explications. 3 élèves militaires seraient également ses complices, mais l'un d'eux est actuellement en cavale si les 2 autres sont détenus provisoirement au sein de l'école. La grande famille de l'armée d'Antsirabe a déjà présenté ses condoléances à la famille du défunt aujourd'hui et a pris en charge les frais de funérailles. Le commandant de l'académie militaire a rappelé qu'en 3 mois, le nombre des vols s'est accru au sein de l'école et ses environs. L'affaire est actuellement entre les mains de la gendarmerie nationale. Dans les actualités économiques de ce jour, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation annonce la stabilité de prix des produits de première nécessité sur le marché actuellement devant la presse aujourd'hui à Ambuida. Selon le ministre, le prix des PPN sur le marché international commence à baisser et cela devra avoir un impact sur le marché local. Par ailleurs, le ministère se doit de contrôler régulièrement l'application des prix de référence sur le marché local selon toujours les explications. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansu. Le riz, la farine, l'huile et le sucre sont les denrées dont le prix est actuellement stable sur le marché, selon les explications du ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation aujourd'hui. Le prix de l'huile de palme sur le marché international a baissé actuellement, allant à $1 000 le tonne métrique, s'il était à $1 750 au mois de mars. Le prix de la farine a baissé à $500 la tonne si elle était à $580 la tonne auparavant sur le marché international. Le riz et le sucre sont produits localement, raison pour laquelle le prix est stable car il est équilibré avec les produits importés selon les explications. Il est important néanmoins de poursuivre les contrôles sur le marché et de les intensifier car le prix sur le marché international doit avoir un impact sur le marché local. Nous devons aussi prioriser la production locale de nos besoins afin d'aider les paysans. La politique du ministère va dans ce sens par le biais du projet ODOF, ajoute le ministre Edgar Azafjava. Concernant la situation du riz en particulier, le ministre a affirmé que les 20 bateaux qui ont été dépêchés pour approvisionner en riz le pays sont tous arrivés au port de Tuamasen. Une promesse du président de la République face à la hausse du prix du riz en début d'année et pour équilibrer le prix sur le marché. Le 20e bateau est arrivé cette semaine et ces riz seront envoyés dans toutes les régions de la Grande Île pour prévoir la prochaine saison des pluies qui pourrait encore avoir un impact sur l'approvisionnement et la production de riz dans le pays, selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Ce dernier a également annoncé aujourd'hui que le prix du gaz est également stable si une hausse a été constatée depuis le début de l'année. Le gaz restera au prix actuel jusqu'à la fin de l'année, souligne-t-il.
Il existe plus de 160 métiers dans le secteur de l'artisanat à Madagascar, mais peu les connaissent et les valorisent selon le ministre de tutelle. En conséquence, un salon de la formation et des métiers artisanaux a eu lieu au stade Baréa pendant 3 jours à compter d'aujourd'hui. Reportage de Rose Christelle Hakout-Malal et Yves Janel. La crise provoquée par la Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'empêche pas la créativité. Une savonnerie artisanale a été créée pendant ce temps. 15 ouvriers y fabriquent du savon en briques et du savon liquide. Fabriqué dans un style personnalisé selon la demande du client. Selon la responsable, il travaille actuellement avec de nombreux restaurants et hôtels. Afin d'encourager et de reconnaître les artisans, des certificats de valorisation des acquis seront octroyés par le ministère de l'Artisanat et des Métiers et le ministère de la Formation technique et de la formation professionnelle samedi à ceux qui exercent depuis longtemps dans ce domaine. Les savonniers recevront également des matières premières. Il existe également un salon de la formation et des métiers artisanaux organisé par les 2 ministères au stade Baréa Mamassen et cela pour une durée de 3 jours. Le but étant de faire connaître le métier et de faire entrer les artisans dans le formel afin qu'ils puissent en tirer profit, notamment une pension lors de la retraite et un taux d'emprunt minimum à la banque. Pour clôturer la page économique de ce jour, parmi les stratégies pour la mise en place d'un travail décent, le dialogue social. Plus de détails avec Felana Rakotarsoul. Le dialogue social est une structure qu'il ne faut pas négliger pour la mise en place d'une coordination dans le secteur du travail, mais aussi pour l'amélioration de ce secteur. Cette stratégie vise à résoudre les problèmes entre les dirigeants, les employés et le syndicat au sein d'une entreprise selon les explications. Des efforts ont été déjà effectués par le ministère du Travail, de l'Emploi, de la fonction publique et des lois sociales pour la mise en place de cette stratégie dans tout le pays. Les acteurs dans le milieu du travail se doivent alors de mettre en place ce dialogue social et d'octroyer des formations aux concernés. Un projet a été également mis en œuvre pour permettre la mise en place du dialogue social. Donc, à travers cette étude qui a été présentée, l'OIT invite les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, à avoir une volonté et à s'engager dans un dialogue social efficace pour le bien-être des employeurs et des travailleurs de Madagascar. Et quant à nous, à l'OIT, nous sommes disponibles à continuer notre appui au Conseil national du travail, notre appui aux employeurs, notre appui aux travailleurs et notre appui au gouvernement pour que ce dialogue social soit effectif à Madagascar. Et ceci, nous le ferons à travers certains de nos projets qui sont déjà en cours, à savoir les T-Work, Trade for Decent Work, Fonds Vision Zéro pour l'administration du travail. La formation des formateurs dans le milieu du travail s'est achevée hier à Tanarine, une formation octroyée par l'OIT à l'endroit des membres du GEFP qui a duré 2 jours. Page culturelle à présent, les candidates de la télé-réalité F5 sont actuellement en pleine finalisation de la préparation de la prochaine prème de samedi prochain. Les billets pour pouvoir assister à cette prème sont disponibles ici au Viva Arena Ivange pour ceux qui souhaitent y assister. Rose Christelle Hakout-Malal, Yves Janel nous en disent plus. Les 12 candidates restantes de la télé-réalité F5 ont été divisées en 3 groupes pour les demi-finales de samedi. À partir de cette étape, elles vont être notées sur leur ensemble mais aussi leur performance sur scène. Néanmoins, ces filles vont quand même chanter en solo durant cette prème. Outre la famille, tout le monde peut aussi assister à la performance de ces filles ici au studio Arena Ivange. Les billets peuvent être retirés gratuitement sur les lieux jusqu'à la limite des nombres disponibles. 4 filles vont quitter l'aventure samedi prochain. 8 filles vont ainsi passer la finale le 17 septembre prochain. Rappelons que le thème de cette demi-finale sera la musique tropicale et les tubes de l'été. Au programme de demain, la répétition générale. Dans les informations internationales, des températures extrêmes frappent la Californie ainsi que le Nevada et l'Arizona dans l'ouest des États-Unis. Cette vague de chaleur qui s'accompagne d'incendies d'ampleur met le réseau électrique californien sous pression à cause d'une demande de climatisation record. France 24.
La première conséquence de cette vague de chaleur qui touche en ce moment toute la Californie, eh bien, ce sont les incendies qui se propagent en plusieurs endroits à travers l'État. L'incendie le plus important à l'heure actuelle, il est à 2 heures de route à l'est de Los Angeles. La ville de Hemet fait face à un incendie, le Fairview Fire, qui a déjà détruit 3000 hectares et qui n'est circonscrit à l'heure actuelle qu'à 5%. 2 personnes sont mortes dans cet incendie, 2 personnes qui ont trouvé la mort dans leur voiture alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes. Il faut dire que les flammes se propagent à une vitesse toujours plus impressionnante année après année ici en Californie. Un autre feu est actuellement en cours près de la station de ski très prisée de Big Bear à 1h30 au nord-est de Los Angeles. Et puis l'autre conséquence de cette vague de chaleur, eh bien, c'est la pression très forte sur le réseau électrique californien, qui a battu des records hier en fin de journée, 52 000 mégawatts de demande en fin de journée, à une heure où eh bien, les autorités ont même envoyé des textos aux différents Californiens leur demandant de suspendre eh bien, l'utilisation de tout appareil électrique qui n'était pas indispensable pour limiter la demande. Donc entre 16h et 21h en particulier, ce sont des heures critiques ici parce que le soleil baisse, il y a donc moins de production électrique liée à l'énergie solaire. En revanche, la demande est toujours très forte parce qu'il fait encore très chaud. L'alerte à la canicule est en vigueur jusqu'à vendredi ici en Californie. Miles Sanderson, le dernier des 2 suspects recherchés pour les attaques à l'arme blanche ayant tué 10 personnes au Canada, est décédé peu après son arrestation hier, a annoncé la police. C'est la fin d'une chasse à l'homme qui a duré plus de 3 jours. France 24 toujours. Oui, donc Miles Sanderson a été arrêté mercredi en milieu d'après-midi après 4 jours de recherche qui ont mobilisé une centaine de policiers. Il a été arrêté dans une petite ville située à environ 1h30 de la nation autochtone James Smith où les attaques ont eu lieu dimanche. Son arrestation a eu lieu après une course-poursuite avec la police et un couteau a donc été retrouvé à bord du véhicule, mais on ne sait pas encore si c'est l'arme du crime de dimanche. Après son arrestation et sa mise en garde à vue, il est entré en détresse médicale. Il a été envoyé à l'hôpital de la ville de Saskatoon et son décès a été constaté. Selon la police, les blessures dont il souffrait sont des blessures qu'il se serait infligées. Voilà donc pour ces premiers détails. L'enquête, elle se poursuit toujours, hein, Joanne? Oui, la tuerie au couteau de dimanche a fait 10 morts et 18 blessés. Et d'après les premiers témoignages recueillis par la police, Miles Sanderson serait responsable de ces 10 assassinats. Mais l'enquête est toujours en cours et ces informations sont encore à confirmer, a expliqué la Gendarmerie royale du Canada lors d'une conférence de presse mercredi soir. Le frère de Miles, Damien Sanderson, également suspect des attaques, avait été retrouvé mort lundi près de l'une des 13 scènes de crime et selon la police, il ne se serait pas suicidé. Une enquête est également en cours pour déterminer si Miles Sanderson a tué son frère. Au total, environ 120 témoins ont déjà été entendus par la police, mais pour le moment, on n'en sait pas plus sur les motivations de l'attaque de dimanche matin. La mère de Miles Sanderson a accordé une interview mercredi à la presse dans laquelle elle s'excuse au nom de son fils, de ses fils. Elle dit vouloir, je la cite, s'excuser auprès de tous ceux qui ont été blessés et touchés par cette terrible situation. Les sondages sont mensongers, a lancé hier le président brésilien Jair Bolsonaro, donné battu à la présidentielle par l'ex-chef de l'État de gauche Lula lors d'un discours enflammé devant des dizaines de milliers de sympathisants réunis à Brasilia pour le bicentenaire de l'indépendance. France 24. Le décor est des plus solennels. Jair Bolsonaro a revêtu ses habits de chef de l'État, posture martiale aux côtés du président du Portugal, ancienne puissance coloniale. Le Brésil célèbre les 200 ans de son indépendance, mais l'opposition accuse Bolsonaro de transformer la fête en meeting politique. L'élection présidentielle aura lieu dans moins d'un mois, le 2 octobre, et tous les sondages s'accordent pour donner son concurrent, Lula, vainqueur.
Ce spécialiste parle d'un enterrement politique pour Jair Bolsonaro. Oui, alors Bolsonaro, il sait qu'il est dos au mur aujourd'hui, qu'il est acculé. Il a réussi à récupérer une bonne partie de son retard contre Lula. Il était donné à 20, 22, 25% il y a 6 mois à peu près. Aujourd'hui, il est à 37, 38%. Donc il est plus très loin derrière Lula. Mais il a vraiment un plafond de verre, puisqu'une majorité de Brésiliens aujourd'hui disent ne voter pour lui en aucun cas, jamais. Et donc on peut imaginer qu'il a envie de faire une démonstration de force aujourd'hui, voire d'intimider, voire de faire peur. Le président sortant ne laisse personne indifférent. Une partie de la population le soutient dur comme fer. Mais l'opposition voit en lui un Trump brésilien, un dangereux populiste qui a fait plonger le pays dans de nombreux domaines. La crise du Covid-19 pèse lourd sur l'héritage du président sortant. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 680 000 morts. Quant au climat social, il est explosif. Il faut imaginer qu'aujourd'hui au Brésil, il y a 33 millions de personnes qui ont faim. Il y a, je crois, à peu près 20 millions qui ont sombré dans la pauvreté ou dans l'extrême pauvreté. L'inflation atteint des sommets jamais vus depuis 25 ans. Donc on est dans un pays extrêmement tendu au niveau social et au niveau économique. Et tout ça pèse contre Jair Bolsonaro. Ces célébrations du 200e anniversaire de l'indépendance du Brésil pourraient être l'occasion d'une concorde nationale. Mais élection oblige, c'est bien la tension entre les deux camps qui semble devoir prendre le dessus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.